Je vais vous lire un poème que j'ai écrit pour les femmes disparues et assassinées. OK. Uteno tanaten. Nomen waho in jonstende. Juyo hamon. Jin jo hamotadihan. Mateta wenchen chan chquot. Jtabazumstadihan. Jtabwetadihan. Katakustatan te kaujin. Ponapnu enimnanut. Jtihquebdidihan. Miam kohopi wastentamant. Tante piapanin staniont. Tante etain te katain. Tante tatbadiunt citaten. Tante etain te katain. Makwastuopiham te wahamuguin. Ait statan ait. Jahechan miami juesis. Apoemat staimunu. Tonahamatihan. Shashabu pedaquin catebuin. Chiwetanasi chostoentamio. Tatamian teti pedaguin. Apunana pedaquat tebuon. Stajaguash coachionte cainiuin. Tu vas à la ville, aspirant à une vie meilleure. Dans ta fuite, tu te fuis. Tu vas de rencontre en rencontre. Tu t'inventes un récit qui te ressemble. Tu t'en vas si loin de ta naissance. Ton évasion ne danse plus. Tes musiques ont perdu leur rythme. Tu vacilles vers des lumières, tel un papillon qui brûle ses ailes. Où es-tu dans ta vie inachevée? Où es-tu que je ne te trouve pas? Où es-tu que je n'oublie pas? Où es-tu dans ton où es-tu? Le soleil rouge t'accueille. Tu es ailleurs. Tu es une fillette effrayée et ne parle pas ta langue. Tu es là où tu te perds. Tes hauts secours s'enfuient vers le vent du nord inquiet. Tu pries pour être entendu, mais ton cri reste silencieux. Ton âme retourne vers les tiens. Je continue. Oui, c'était toi, à toi la parole. À moi la parole. Bon, moi je suis originaire de Pessamit. C'est 1h30 à l'est de Tadoussac. Moi je suis née dans le bois, sur le territoire, parce que à l'âge où je suis rendue, on était encore des nomades. Donc quand tu nais en avril, c'est sûr que tu nais dans le territoire. Parce qu'autrefois, les Inuits, on allait à la côte seulement vers le 20 juin, puis jusqu'à la fin août. Après ça, on retournait sur le territoire, à l'intérieur des terres. Donc, ceux qui sont nés, par exemple, de septembre jusqu'à mi-juin, pour la plupart, ils naissaient sur le territoire ou en montant vers le territoire ou en descendant ou pendant le nomadisme. Donc, je suis née dans le territoire. Puis dans les... Puis ma mère est morte, j'étais jeune. Attends, je vais me moucher. Je sais ça que je dis, j'ai toujours le nez qui coule quand c'est pas le temps.
écouter, je m'excuse. Donc, puis ils ont construit un pensionnat dans les années 52. Donc, je suis allée au pensionnat de 52 jusqu'en 66. Je suis restée au pensionnat de 5 ans à 19 ans. Donc, je n'ai pas vraiment vécu, tu sais, ça, dans la réserve, dans ma communauté. Donc, tous les mois que j'aurais dû apprendre à être un vrai Innu, ben là, j'apprenais à lire et à écrire au pensionnat. Sauf que, puis au pensionnat, quand on avait fini notre 12e année dans le temps, ben les affaires indiennes on avait 3 choix pour les filles. Soit tu étais secrétaire, auxiliaire garde-malade, ou tu faisais l'école normale pour être enseignante. Moi, j'avais choisi d'être secrétaire, mais j'étais pas très bonne, je dois dire. Mais j'ai bien réussi. T'sais, après le pensionnat, je suis allée étudier à Québec dans une école où on apprenait à être secrétaire. Après ça, je suis allée à Ottawa, tu sais, parce que les affaires indiennes nous offraient ce qu'ils appelaient un service training au bureau des affaires indiennes où on apprenait le travail de bureau. Je suis partie d'Ottawa pour aller à Montréal parce que je m'imaginais que, tu sais, on trouverait un job tout de suite, tu sais, en arrivant, mais c'était pas ça. Donc, j'étais un peu itinérante en arrivant à Montréal avec une autre de mes amies, mais c'était correct parce que ça nous faisait marcher beaucoup. On nomadisait finalement dans le tour Montréal. Mais tu sais, on a commencé vers l'est, mais tu sais, notre nomadisme nous a amenés de plus en plus vers l'ouest de Montréal. Puis quand finalement on est arrivé dans l'ouest de Montréal, mais c'est là qu'il y avait plein d'Indiens. Fait que eux autres ont pris soin de nous, puis finalement, j'ai fini par trouver un vrai travail de secrétaire. Mais sauf que les gens chez qui je restais, il y avait une anthropologue qui venait là, qui était un de leurs amis. Et puis, tu vois, avec les 3 anthropologues, Rémi Savard, José Mayotte, Sylvie Vincent, eux autres, ils faisaient du terrain dans les communautés chez les Inuits. Fait qu'ils enregistraient les vieux. Mais sauf, et puis quand ils avaient fini leur terrain, ils ramenaient toutes leurs cassettes à Montréal. Mais ils ne pouvaient pas travailler sur leurs cassettes parce qu'ils ne comprenaient pas l'Inuaimun. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec les vieux, puis ça a duré des années, des années, des années. Donc, j'ai transcrit les vieux, je les ai traduits, et c'est comme ça j'ai pu tout récupérer. Tu sais, par leur récit. Parce qu'à un moment donné aussi, je suis allée sur le terrain avec Sylvie Vincent. Je lui servais d'interprète, de traducteur. Donc, donc, les vieux, c'est à moi qui racontaient parce qu'ils savaient que je les comprenais. Et puis tu vois, quand on est sédentaire, on parle l'Inuaimun, tu sais, on parle l'Inuaimun, mais qui ne ressemble pas à l'Inuaimun quand tu vis dans le territoire, parce que l'environnement n'est pas la même. Sur le territoire, tu vis avec la mousse, le lichen, les montagnes, les arbres, tu sais, les lacs et les rivières, tu sais, puis la façon que tu les utilises. Donc, ça donnait un tout autre vocabulaire. Alors, j'ai pu tout récupérer, ce Inuaimun-là, en les écoutant quand ils me racontaient, et en les transcrivant et en les traduisant. Puis c'est ça. Puis c'est exactement ça. Puis je travaillais aussi avec des cinéastes comme Gilles Carle, Maurice Boulboulian, Arthur Lamotte, en tout cas, Pierre Perrault, parce qu'ils avaient, tu sais, ils avaient toujours besoin d'Indiens quelque part. Donc... Toujours besoin d'un indien quelque part.
Donc, j'étais comme la personne ressource qu'il fallait pour ces cinéastes, soit pour traduire ou, tu sais, en tout cas, pour un paquet d'affaires. Et puis, c'est ça. Donc, je suis devenue... Puis, à force de travailler avec eux autres, moi aussi, puis tous ces gens-là, ils faisaient des films sur les Indiens, tu sais. Puis, à un moment donné, l'Office national du film a affiché un concours formation d'un cinéaste autochtone. Alors, j'ai appliqué, tu sais, pour être... Donc, j'ai été la première cinéaste autochtone qui a été lauréate à ce concours-là. Et puis, fait que là, mais il fallait déposer un projet puis parler de soi aussi. Pourquoi ce serait toi? Alors, j'ai raconté n'importe quoi, mais tu sais, pour leur plaire. Et puis, mon projet, c'était de faire... Mon projet de documentaire que j'ai présenté, c'était sur un Belge qui s'appelait Johan Betts. D'ailleurs, dans la Basse-Côte-Nord, après Havre-Saint-Pierre, c'est un village qui porte ce nom-là, parce que lui, c'est un aristocrate, un châtelain qui était venu ici en 1896, tu sais, pour chasser. Mais tu vois, comme ça faisait déjà plusieurs années que que j'ai enregistré des vieux qui me racontaient, ils me parlaient toujours d'un Tchemestogohis. Mais là, tu sais, mais je posais pas de questions sur ce gars-là, sur le Tchemestogohis. Mais il revenait tout le temps, autant chez les Inuits de Ekwandjit, Notahuan, Mahibit. Tu sais, puis à un moment donné, j'ai demandé à mon grand-père, j'ai dit, c'est qui ça que vous appelez Tchemestogohis? Fait que là, il m'a dit que c'était un petit grand Européen. Il dit qu'il a marié une fille, un Innushko, une femme Innu. Mais sauf que la femme qu'il a épousée, c'était Adela, était métisse. Fait que j'ai décidé que ce serait lui que je ferais mon premier documentaire. J'ai dit, tout le monde fait des films sur les Indiens. Moi, je vais en faire un sur un Belge. Alors, mais sauf que ça a été une belle excuse parce que finalement, j'ai fait devenir un chef cuisinier de Belgique où Johan Betts avait été resté pour rencontrer les gens de Johan Betts qui avaient connu le Tchemestogohis en question, leur père avait... Puis, en parallèle, il y avait le rassemblement des aînés, à Ekwandjit, au lac Manto. Donc, tu vois un repas, avec Philippe qui sert, ces gens-là au château à Béjouane-Bête. Puis, tu vois les Indiens, les vieux, dans un rassemblement d'aînés qui habitent toute la tente, mais sauf que tu as comme une grande table qui est servie par ma nièce, une femme de Notahuan qui énumère tous les plats qu'elle va servir à mon grand-père. Puis à Béjouane-Best, mais tu vois, mon Philippe qui dit, avec des fous, en tout cas, chacun énumère de leur façon... le repas qu'ils vont servir. En tout cas, ça a été ça. Puis j'ai continué à faire quelques documentaires jusqu'à temps qu'à un moment donné, j'ai continué à travailler avec des anthropologues, à participer dans des séries. Puis à un moment donné, j'ai pris l'autobus de Montréal pour aller à Ekwandjit, à Mingan. Puis dans l'autobus, il y avait une jeune femme, une Bretonne, qui s'appelait Laure Morali, qui était dans le même autobus. Moi, j'étais accompagnée par la femme de Bruno Roy, qui était un grand poète aussi. Je ne sais pas, vous avez sûrement dû en entendre parler. Et puis, on est parti en autobus de Montréal jusqu'à Sept-Îles. Puis, en descendant de Sept-Îles, elle nous demande, où est-ce que vous allez? Ben, j'ai dit, on s'en va en Mingan. Mais il dit, chez qui? J'ai dit, Rita Mostokocho, on y allait tous à la même place. Puis c'est comme ça que j'ai connu Laure Morali. Puis cette même Laure Morali, on la voit 3 fois
dans mon premier documentaire où elle était vraiment toute jeune. Et puis, c'est ça. Puis, après ça, j'ai continué rendu à Montréal, j'ai continué à la fréquenter, tu sais, à aller là où elle faisait des lectures. Puis, une nuit, elle a fait un rêve. Elle a rêvé qu'elle jumelait des auteurs québécois ou des poètes québécois à des Indiens. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire la poésie. Moi, j'ai été jumelée avec José Aclin, tu sais, puis on a continué, donc on a écrit le livre qui s'appelle « Imite-toi, parlons-nous ». Puis c'est ça qui a fait que j'ai écrit mon premier recueil, « Tasnoastagna, bâton à mes sœurs », et j'ai continué l'aventure de Laure Moradi dans « Nous sommes tous des sauvages » avec le même poète avec qui j'étais jumelée, José Aclin, j'allais dire. Ben voilà, c'est ça mon parcours à peu près aujourd'hui. Je suis là avec vous. Quoi, Steven? Donc, c'est à moi. C'est super le fun d'entendre toutes tes histoires, Joséphine. Elle a toujours plein d'histoires. On a fait... en fait, Joséphine, je sais qui est Joséphine, mais j'ai commencé à vraiment connaître Joséphine plus cet été. On avait toutes les deux été invitées dans un festival sur l'oralité qui s'appelle Ataloukan, à Mastoyache, un festival de contes et d'oralité. Et c'est vraiment super comme festival parce que tout le monde dort dans des tentes. Il y a un camping sur la communauté. Puis il y a même un cuisinier, on parlait de cuisine. Là, il y a un chef qui s'appelle Rafi. Donc il a son restaurant qui s'appelle Le Raffiné. Puis c'est un berbère justement de l'Algérie. Et puis, comme qu'on parle de la rencontre, parce qu'à un moment donné, il me disait, donc il fait du couscous, et puis sert du hummus, et tout ça dans la réserve, c'est très drôle, c'est très bon. Puis là, à un moment donné, il me dit, mais pourquoi vous, les Autochtones ici, vous êtes aussi gentils et pacifiques, c'est votre terre, pourquoi vous ne reprenez pas votre terre, tu sais? Et des fois, c'est comme, c'est intéressant des retours... tu vois, des retours comme ça, puis de voir aussi comment culturellement, en fait, je m'intéresse beaucoup à la mémoire génétique ou qu'est-ce qui nous est transmis de nos ancêtres. Puis nous, le peuple Anishinaabe, on est un peuple pacifique quand même. Très, d'ailleurs, Anishinaabe, ma prof d'Anishinaabe Mowin, elle m'expliquait que ça veut dire vrai être humain. C'est ça le Anishinaabe Nini, le mot, qu'est-ce que ça veut dire. Je trouve que c'est beau comme peuple de se dire... de se reconnaître par la vérité de notre âme ou de notre cœur. Je trouve que c'est vraiment beau, puis ça parle beaucoup justement de la philosophie ou de la façon de voir la vie d'un peuple ou des peuples autochtones, parce que je pense que c'est partagé beaucoup par la plupart des peuples autochtones. Donc, en tout cas, bref, c'est toujours le fun d'entendre des histoires, Joséphine. Fait que moi, je m'appelle Émilie. Ma mère, elle vient d'une communauté qui s'appelle Kitigan-Zibi, qui est à 3h30 d'ici, dans l'Outaouais, à côté de Maniwaki. C'est une communauté où les gens parlent en anglais. Il y a encore, c'est surtout des aînés qui parlent encore l'Anishinaabe-Mowin. Il y a quelques jeunes aussi qui le parlent, mais c'est pas du tout la majorité des gens. Et il y a un programme aussi à l'école pour apprendre la langue, mais c'est juste, c'est 2 heures par semaine. Donc... les gens, tout le monde, je pense que tout le monde a une connaissance de la langue, mais de là à ce que la langue elle soit parlée et transmise aussi après à la nouvelle génération, il y a quand même, je pense, un pas à faire. Mais on a un dictionnaire de la langue à Kitigan-Zibi, puis une des choses qui est marquée en préface, c'est que oui, tu sais, il faut qu'on fasse d'efforts en tant que communauté d'apprendre la langue, mais l'effort, il n'est pas juste dans apprendre la langue, mais aussi de créer toujours des nouveaux mots. Parce que c'est une langue qui est vraiment une langue de bois, là, pas dans le sens l'expression française, là, mais c'est une langue vraiment de territoire. Donc, il y a plein de mots qu'on n'utilise pas en ville, ou il y a plein de nouveaux mots qu'on doit créer. Donc, il faut avoir cette vigilance ou cette... de ne pas avoir une paresse de juste se contenter de ça, mais de toujours vraiment alimenter la langue de nouveaux mots. Donc,
Je trouve que c'est une belle conception aussi parce qu'on voit la langue comme quelque chose de vraiment très vivant. Donc, moi, je parle pas l'Anishinaabe-Mowen. J'ai une connaissance de peut-être un enfant de 4-5 ans, je dirais, au niveau de conversation, mais on avait commencé un groupe d'apprentissage de la langue je pense maintenant il y a 4 ans. On était toutes des femmes, surtout artistes, algonquines, de plusieurs communautés différentes à Montréal. Et puis, on a une femme qui est notre prof d'Anishinaabe-Mowen qui connaît beaucoup, qui a énormément de connaissances linguistiques. Donc, on la rencontrait peut-être une fois semaine au début, mais après, tout le monde était occupé, donc c'est tombé à l'eau. Mais maintenant, il y a des cours de langue avec le centre... comment ils appellent ça? C'est pas le centre d'amitié ou c'est le centre culturel? CDCAM, c'est ça qui est écrit. CDCAM? CD, puis CAM. C'est un réseau des centres d'amitié autochtones. Eux autres, ils vont s'occuper plus comme, tu sais, de la culture, comme des langues, de la culture, ou à plus participer à... Où ils nous informent le plus, par exemple, si on a des questions à se poser, eux autres vont avoir la réponse. Mettons. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'ils offrent des cours de langue. Oui, c'est ouvert à tous aussi. Ouvert à tous, gratuit aussi. Donc là, cette année, il y a l'Innu. L'Innu, le Cri, le Mohawk, l'Anishinaabe-Mowen, l'Algonquin, l'Abenaki et l'Inuktitut pour les enfants. Fait que c'est merveilleux, c'est vraiment... Puis ils vont tenter d'en rajouter d'autres en septembre prochain. Peut-être la Tikamek, hein? Parce que c'est une langue qui est encore très vivante, la Tikamek, ils le parlent pour la plupart. Oui. Donc, voilà. Mais c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi, la langue. La première, je pense que les premières semaines, quand j'ai commencé à vraiment apprendre et puis, vraiment rentrer dans la linguistique aussi des mots, qu'est-ce que ça veut dire et tout ça, j'étais pas capable d'en parler sans me mettre à pleurer, en fait, finalement, parce que c'est tellement beau, c'est tellement riche, toute cette profondeur qu'on retrouve quand on comprend la langue sur la façon d'où on se place dans la vie, mais c'est aussi... ça te fait confronter aussi au fait que c'est pas transmis, au fait que mes grands-parents sont allés dans les pensionnats, moi, donc je suis à la 3e génération maintenant. C'est mes grands-parents, mais c'est à ce moment-là que la coupure s'est faite aussi dans la transmission de la langue. Et puis c'est triste parce que tu te dis que même avec tous les efforts ou plus la volonté de vouloir apprendre, tu sens qu'il y a quand même un fossé entre pouvoir te réapproprier la langue complètement un jour, en habitant en ville ou aussi en étant vraiment dans même nos façons d'apprendre. Tu sais, je remarque dans le cours, souvent on peut se sentir peut-être un petit peu frustré parce que, tu sais, notre façon d'apprendre est très occidentale finalement. Tu sais, on voudrait presque une méthode... une méthode Rosetta ou une méthode pour apprendre des langues. Alors, quand on doit juste écouter, répéter, puis qu'on n'a pas... on voit pas tout de suite de structure et tout ça, ça peut être un peu décourageant par moments, des fois, tu sais. Puis aussi, j'ai déjà entendu aussi dans la communauté, à Kitikenzibé, il y a une aînée qui parle beaucoup la langue, puis les jeunes veulent l'apprendre, donc ils viennent avec elle, mais elle dit, ils n'ont pas la patience de rester avec moi. Moi, je ne vais pas commencer à écrire ce que je sais. Ils vont venir avec moi, ils vont passer la journée avec moi, puis ils vont apprendre. Mais le problème aussi, c'est ça qu'il y avait certains parents disaient, c'est que le problème, c'est que maintenant, tout est très rapide, technologique. Fait que les jeunes n'ont plus la patience de venir s'asseoir, prendre le thé, puis écouter, puis apprendre comme ça. Donc, c'est là qu'on voit comment on se fait... colonisé, tu sais, de façon subtile, en fait. En tout cas, là, j'ai fait une grosse parenthèse, mais on parle d'oralité, fait que ta langue, c'est bien. Donc, moi, ma pratique, ça fait pas très, très longtemps que je me considère comme une artiste professionnelle, là.
Avant, j'ai beaucoup travaillé avec des organismes de femmes autochtones, surtout à travers les Amériques, en Amérique du Sud, pour l'ONU aussi, au Brésil, à New York, puis à Ganawagé pour une organisation qui s'appelle Femmes autochtones du Québec et qui, en fait, qui fait du lobbying, qui milite pour les droits des femmes autochtones au Québec. Puis après, j'avais été acceptée. Il y avait une formation de théâtre pour autochtones à l'École nationale de théâtre avec la compagnie Théâtre Ondinoc. Donc, j'ai fait ça. Et j'avais fait un peu, des arts médiatiques un peu avant. Donc, au bout d'un moment, j'avais juste vraiment envie de faire des arts. Donc, j'ai quitté tranquillement le monde plus de la justice sociale, mais c'est quand même c'est quelque chose qui vient vraiment nourrir beaucoup ma pratique artistique ou les projets sur lesquels j'ai envie de travailler, comme avec, par exemple, des femmes en milieu carcéral, des projets ou avec des travailleuses du sexe ou des jeunes autochtones aussi dans les communautés. Donc, ça vient toujours... ça vient beaucoup m'inspirer dans les sujets que j'ai envie de toucher, disons aussi. Puis aussi, c'est ce genre de partage ou de recueil de témoignages aussi, ensuite vient aussi alimenter ma propre pratique. Donc, mes projets, c'est surtout des spectacles, je peux dire. Là, en ce moment, je travaille sur c'est comme une installation performance, donc de longue durée, avec une chorégraphe Anishinaabe qui est basée à Montréal, qui s'appelle Lara Kramer, qui travaille beaucoup dans son travail sur les thèmes aussi des effets des pensionnats indiens sur les familles, et puis sur sa famille à elle en particulier. Donc là, le projet, on travaille sur la commission Vérité-Réconciliation, mais aussi, avant la commission Vérité-Réconciliation, il y avait une commission aussi royale, une enquête royale sur les peuples autochtones. Puis en ce moment, il y a une enquête sur les femmes autochtones assassinées. Donc c'est comme toute cette histoire qu'on a avec le gouvernement canadien et québécois sur toutes ces commissions et ces enquêtes. Et qu'est-ce que la réconciliation vraiment? Est-ce que vraiment la réconciliation est possible, même avec toutes les bonnes intentions qu'on semble donner là, à l'heure actuelle? Donc voilà. Donc, c'est ça. Puis pour l'écriture, là, j'écris, c'est assez nouveau. En fait, des fois, je suis invitée à le texte, pour moi, vient souvent dans mes projets comme même en dernier dans un processus. Je suis beaucoup inspirée par mes rêves. Dans tous mes projets partent d'un rêve, comme par exemple là, le spectacle que j'ai fait au FTA là, dont tu parlais, Tsegan, qui est un mot en Anishinaabe-Mowin, qui veut dire, en fait, c'est un mot, donc il y a beaucoup de mots concepts. Je ne sais pas s'il y a un mot comme ça en Innu, c'est Véronique qui a nommé mon spectacle, qui veut dire la roue de la médecine ou la roue du temps, parce qu'elle m'expliquait que le temps, la guérison prend du temps. Donc, la roue de la médecine, quand elle tourne, et à un moment donné, sur sa roue, elle va trouver un axe qui est un alignement des astres. Et quand cet axe va arriver, il y a comme une possibilité pour que le chemin, donc, qui est comme une spirale du temps, puisse trouver une brèche où il va y avoir une possibilité d'un autre chemin. Et donc, ce qui va arriver va avoir des conséquences autant soit au niveau collectif qu'individuel. Donc, c'est un mot pour exprimer tout ça, Tsegan. Donc, c'est ça. Donc, puis mon projet, en fait, une nuit, j'avais fait un rêve d'une soucoupe volante, mais en forme de grosse tortue. Et quand je me suis réveillée le matin, je me suis dit que j'avais comme envie de faire un spectacle sur ça. Puis je me suis mis à m'interroger parce qu'on a beaucoup de nos histoires traditionnelles parlent du fait que nos ancêtres, ce sont les étoiles, qu'on est constitué de poussière d'étoiles et tout ça. Donc, souvent, on va penser que peut-être des soucoupes volantes, des UFO, c'est futuristique, ça vient du futur, mais moi, je me suis dit que c'était peut-être plutôt le contraire, que c'était un signe d'un passé vraiment lointain. Donc voilà, donc c'est un spectacle sur le temps, mais le temps inversé, comment le futur et le passé, en fait, existent sur un même espace-temps qui est le présent. Donc le spectacle regarde ça, puis à la lumière d'une prophétie à nous, qui est la prophétie des 8 feux. Et donc on parle qu'on est dans le 7e feu en ce moment, où on parle d'une croisée de chemin, en fait. Et dépendamment de quelle décision l'humanité prendra, c'est ce qui permettra d'allumer le 8e feu ou
que l'humanité soit détruite, en fait, finalement. Donc, je trouvais que, tu sais, avec le Tségan aussi, ça part de cette croisée de chemin. Donc, le spectacle part de ça. Et bon, mon processus créatif était vraiment à partir d'images que j'avais réuni un danseur Anishinaabe, une musicienne Cree qui joue du violoncelle, puis qui utilise beaucoup de pédales aussi, et puis un DJ Inuit qui est aussi compositeur. Et puis ma sœur qui est cinéaste faisait des projections vidéo, donc beaucoup de mapping. On avait construit une soucoupe volante en forme de tortue aussi, c'était ça notre décor. Et donc voilà, donc après c'était de ramener toutes ces personnes-là ensemble et de créer tous ensemble avec chacun son langage. Et puis après, selon où étaient les trous et tout ça, c'est là que le texte est rentré. Donc finalement, le texte, c'est comme la dernière chose que j'ai écrite. Et puis après, bon, ma mère est anglophone, mon père est français. Ma langue première, c'est le français. J'essaie d'apprendre la langue de ma mère, ou de mes grands-parents, qui est l'Anishinaabe-Mo'in. Puis je parle couramment l'espagnol et le portugais aussi à cause de mon travail avant. Donc, je m'intéresse aussi à comment est-ce qu'on peut intégrer les langues qu'on ne connaît pas dans un spectacle sans avoir besoin de sous-titres ou de traduction. En tout cas, c'est comme une des recherches qui m'intéresse beaucoup en ce moment dans mes projets. Et là, je peux vous lire un peu là-dessus. C'est un projet que je suis en train de monter en ce moment, un spectacle dont je vais présenter une première version à Buenos Aires, Asunción et Montevideo au mois de mars. Une première version, ce ne sera pas la version finale. Mais voilà, donc j'écris dans les 3 langues. C'est un spectacle, mon nouveau spectacle. Et puis pourquoi je parle de ça? Oui, parce que c'est quelque chose que je pourrais vous partager un peu dans l'écriture. Mais là, j'ai l'impression que j'ai parlé beaucoup. On pourra revenir sur la question des langues. Effectivement, je pense que ça intéresse beaucoup de monde ici. Puis, mais je voulais juste commencer par la question qui peut-être qui nous intrigue. Qu'est-ce que c'est une artiste ou une écrivaine autochtone? Est-ce que vous vous considérez avant tout comme autochtone quand vous êtes dans le processus d'écriture? Est-ce que c'est quelque chose qui précède? Est-ce que c'est une parole autochtone que vous voulez, parole ou en tout cas un projet, une idée autochtone que vous avez du monde, ou c'est d'abord une femme, ou c'est d'abord un être humain? Moi, je dirais c'est d'abord l'humain que je suis, tu sais, dans ma langue. Tu vois, moi, ma poésie ressemble au récit que les vieux m'ont raconté. Je suis partie de leur récit, de ce qu'ils me racontaient, et c'est comme ça que la poésie m'est venue. Parce que je me souviens quand les vieux me racontaient, même si j'ai pas vraiment connu l'intérieur des terres, le Nutsumet, mais quand ils me racontaient la façon quand ils parlaient leur langue de nomade, là, j'étais avec eux sur le territoire. Je voyais tout ce qu'ils me racontaient. Et puis c'est ça ma poésie. Ça part d'abord des humains que nous sommes. Après ça, tu vois, tu le dis dans ta langue, tu vois, dans ma langue, c'est vraiment ça. Puis quand je le fais en français, quand le même poème que j'ai écrit dans ma langue, tu vois, quand il est en Inuaimu, ce que je veux faire quand je l'écris en français, je veux juste qu'il voit la même chose que moi en français que je vois quand moi je l'écris dans ma langue. Donc c'est jamais vraiment une traduction. C'est juste, tu sais, j'interprète en français les images que j'écris dans ma langue. Est-ce que ça veut dire à ce moment-là qu'il y a 2 poètes ou 2 poétesses? Tu vois, il y a des poèmes là que je pourrais te lire en Innu, puis que je te raconterai, que je traduirai par exemple de façon littérale en français. Ça donnerait comme un autre poème. Tu comprends? Ouais. Donc, parce que si je prends l'Inuaimun pour l'Inuaimun, ce qu'il dit en français, parfois ça donne comme un autre poème.
Oui, parce qu'encore une fois, c'est pas une traductrice qui vient faire le poème en Non, français. je veux juste, je veux juste partager, c'est tout. Ouais. Ben, je trouve que, en tout cas, de ma petite connaissance de l'Anishinaabe-Moine, je trouve que c'est une langue qui est vraiment très descriptive. C'est très concret, très basé sur comme des actions. Oui, comme par exemple, je pourrais vous donner un mot ici, là, Matniganhawo. On dit Matniganhawo. Ça, c'est un vieux mot que les jeunes ne connaissent pas aujourd'hui. Ça, c'est, tu sais, quand les Inuits prenaient, par exemple, un omoplate de caribou, puis ils le mettaient au-dessus d'un feu, puis là, ça commençait à brûler, mais jamais pour que ça traverse l'omoplate. Puis d'ailleurs, en Mongolie, tu sais, il y a beaucoup d'Autochtones du monde qui font, on appelle ça la spéculomancie en français. Mais tu vois, moi, je l'ai traduit. Quand tu sais, je voyais, tu sais, Mathieu André. Non, pour voir où est le caribou, par exemple. OK, donc ça permettait de... Ouais, c'était comme tu interprètes l'omoplate. Fait que moi, tu sais, au lieu de dire je mets ton omoplate au-dessus du feu, puis tu sais, ce qui serait traduit, en français, ça deviendrait spéculomancie, mais moi, je l'ai dit en français. Mon Dieu, j'étends ton omoplate sous un feu de braise. Tu me guides vers le caribou. À peu près, là. Ouais. C'est plus poétique. C'est pourquoi. Ça dit, ça dit, je n'ai pas besoin de carte, car j'étends ton omoplate sur un feu de braise et tu me guides vers Papagassiko. Quand je l'ai écrit, je m'adressais à Papagassiko, qui est le maître du caribou. Parce que chez les chasseurs ou chez les Inuits, tu vois, avant la religion catholique, il y avait des maîtres. Par exemple, il y avait le maître du caribou qu'on appelle Papagassiko, qui est un peu le maître des animaux à quatre pattes, là, comme par exemple le loup, surtout le caribou, tous les gros animaux à panache, là. Et puis Papagassiko aussi, c'est le maître de Adjen. Mais en Anishinaabe, eux autres, ils disent Windigo. Mais nous, on l'appelle Adjen, qui est un anthropophage bien poilu, puis qui mange de la chair humaine. Mais Adjen, son maître aussi, c'est Papagassiko. Et puis, tu sais, dans le temps du nomadisme, il entraînait un peu partout. Un peu partout, j'exagère, là. Mais il y en avait toujours dans le territoire. Puis, tu sais, on avait peur de lui. Donc, pour pouvoir le tuer, tu sais, il fallait demander la permission à Papagassiko. Tu sais, tu pouvais pas tu sais, les chasseurs, tu sais, les hommes, ça troupait pas, tu sais, puis ils allaient sauter, tu sais, le tuer de même. Non. Tu sais, il fallait que tu t'adresses à Papagassiko pour que lui accepte que un de ses enfants allait se faire tuer. Tu vois, et puis après ça, on a l'autre maître, Masnak, qui est le maître des animaux aquatiques. Après ça, tu as le maître Ohuapo, qui est le maître de tous les animaux qui ont des ailes. Et puis, tu as Wapstanapo, qui, lui, est le maître des petits animaux à fourrure. Tous ceux qui te gardent au chaud, là. Et puis, à ne pas oublier Tihakorko, tu sais, qui est la femme de l'espace. Tu sais, puis il fallait vraiment plaire à cette femme-là. Quand tu étais un chasseur, là, c'était très, très, très important de plaire à cette femme. Parce que si le chasseur plaisait à cette femme de l'espace, ben Tihakorko guidait ses raquettes vers des pistes d'animaux qui l'aideraient à subvenir aux besoins de sa famille.
Et puis, tu vois, le travail, mais c'était à la femme. Tu sais, puis c'est la femme qui décorait son mari. Tu sais, son mari chasseur, il fallait que ses mots-cloques soient beaux, ses raquettes, tout ça. Tout, il fallait que... C'était important, c'était une question de survie, de plaire à cette femme. Tu vois? Presque une activité Ouais. érotique, finalement, la chasse. Hein? Ça devient presque une activité érotique, la chasse. C'est-à-dire, Ben, faut que tu écoute, fasses plaire à une femme, écoute, mais une femme puis dans continue, les c'est- rêves, les hommes, ils savaient qu'ils allaient tuer du caribou, sais-tu quand ils rêvaient à une belle femme. Puis ça, rêver à une belle femme, pour un chasseur, ça veut dire que le lendemain, il allait tuer du caribou. Tu sais, t'avais des symboles dans les rêves que les chasseurs faisaient, tu sais, que tu savais que tu allais avoir une bonne journée, ou plus ou moins, parce que c'était tellement important de vivre en parallèle de ces rêves. Tu vois? C'était le rêve, il fallait rêver. Des fois, on dit, moi, je rêve jamais. Tu sais, il y en a qui disent ça, moi, je rêve pas. Mais tu vois, il y avait des chasseurs aussi, tu sais, que ça leur arrivait de ne pas rêver. Donc, c'est la femme qui rêvait, c'est leur femme qui rêvait à leur place. Tu vois, la femme, c'était elle, c'était elle qui soutenait tout. C'était, tu sais, c'était des sociétés matriarcales. C'était elle la bosse. Hein? Ouais. L'inspiratrice. Et l'inspiratrice, puis tu vois, c'est elle qui confectionnait l'habit de son mari chasseur, qu'il décorait pour qu'il... tu sais, c'était le rôle de la femme était... Tu sais, c'est comme moi, c'est elle qui avait le premier rôle. Ouais, c'est beau. Ben, Mais écoute, c'est vrai que les rêves, tu sais, parce que quand j'ai fait ce rêve, par exemple, de la tortue volante, après, je travaillais pour le Wapikoni un été, puis j'étais à Kitikani-Zibi, puis on était chez des jeunes, et puis la mère qui a beaucoup de rêves et tout ça, puis là, on était en train de perler, je pense, ensemble. Puis là, elle m'a raconté une prophétie. Elle dit, à un moment donné, la tortue, elle va être... Parce qu'il y a beaucoup de problèmes d'eau à Kitikani-Zibi avec l'uranium. Puis à un moment donné, l'eau, elle va être tellement, totalement empoisonnée que la prophétie dit que la tortue va s'envoler, elle va retourner vers les étoiles. Moi, j'étais, ah! Mais c'est mon rêve, tu sais, c'était comme, c'est des moments hyper spéciaux parce que tu te dis, OK, c'est comme si, en fait, les rêves, c'est juste des messages du monde invisible et puis, en tant qu'artiste, mon rôle, c'est juste de réinterpréter ça ou de transmettre ça, puis de faire confiance à cette intuition qu'à un moment donné, les réponses, je vais les avoir, mais de suivre un peu les rêves. Donc, pour moi, c'est comme un processus, je trouve, très autochtone, en fait, de création, le rêve. Ouais. Et puis, pour moi, c'est comme mon puits d'inspiration sans fond. Mais pour répondre à ta oui, mais elle devait juste dire... Puis quand dans la langue, dans l'Inuaimun, là, tu sais, quand tu parles de tes rêves, là, il y a une façon de construire... comment je dirais ça? Tu vois que si je dis « je cours », par exemple, je cours, tu sais, je cours. Mais si je parle que dans mon rêve, je courais, ça ne sera pas Nuitawin, tu sais, je cours en Innu. Mais si j'ai rêvé que je courais, ben ça va devenir Kanuitawin Nawa. Tu sais, puis là, tu sais, quand quelqu'un te parle dans cette forme de verbe, de construction d'un verbe, tu sais qu'il parle de son rêve. Tu sais, parce que tu peux pas dire, je pourrais pas dire Nuitawin, tu sais, mais si je raconte mon rêve, il va falloir que j'utilise le bon mode, mode pour parler Comme s'il y de avait mes rêves. un univers parallèle, à ce moment-là. On est Non, dans deux types de vie. oui, c'est comme, tu sais, en Innu, tu as le mode indépendant, conjonctif, dubitatif, réfléchi, puis maison. Tu sais, c'est une langue que tu sais,
de la façon que tu construis ton verbe avec le pronom et le suffixe de la première et deuxième, tu vas savoir de quoi tu parles. Si tu doutes, ou si c'est un peut-être, ou si c'est un semblant, ou c'est un direct, ou c'est juste indépendant, ou si tu parles au conjonctif, tu sais, pour pouvoir faire des phrases complètes, parce que je peux pas juste dire avec je cours en Nino, ça va toujours rester je cours. Mais si je ne parle pas dans la forme du conjonctif de mon verbe, du même verbe, je pourrais jamais faire de phrase complète. Et puis le conjonctif, tu l'obtiens quand tu fais la négation. Voilà. Tu cours de linguistique. Je sais pas, mais peut-être qu'on pourrait juste laisser terminer, Émilie, puis, parce qu'on a une linguiste ici dans la salle qui est bien intéressée par... Ah, vous êtes linguiste? Non, pas linguiste. Donner un cours, en tout cas. Mais c'est parce que je pensais à la description, puis je me demandais, est-ce que c'est une langue agglutinante? Ah oui. Carrément. Tu regarderas la longueur des affaires. Des fois, c'est Ben, un vers, c'est un Attends, mot. oui, je vais vous Je montrer. vais te donner une idée. Là. Je vais t'en trouver un bon ici, là, Ah, il y en a un. qui fait tout... Combien de lettres? OK, juste pour dire, mon âme a mis... Ici. Ici, là, ça, c'est... C'est une ligne. Ouais. c'est une ligne. C'est Mais un mot. là-dedans, t'as Est-ce que je compte un trait, la centaine et les années. Tu vois, donc ça devient, tu sais, ça devient mon âme, en français, mon âme a 1000 ans. Mais tu vois, ça m'a pris toute la lune pour dire 1000 ans. Oui, ben moi, c'est la même chose que Joséphine. Tu sais, souvent, on va essayer de mettre des boîtes aussi. C'est quoi l'art autochtone? Mais pour moi, c'est de l'art fait par des artistes autochtones. Puis alors, en tant que moi, en tant qu'artiste, ou en tant que femme, ou en tant qu'Anishinaabe, c'est sûr que ma culture ou mes questionnements identitaires ou la politique ou ce qui se passe dans le monde va m'interpeller ou je vais avoir envie de m'exprimer là-dessus ou de réfléchir là-dessus. Donc, mon art devient le médium par lequel je fais ça. Mais donc, c'est pour ça que oui, il y a des thèmes autochtones, je dirais, à la pratique artistique, mais avant tout, c'est juste m'exprimer. C'est ton âme. Oui. Oui, mais je pensais entre autres à un vers de... Pas un vers, en fait, c'est la fin de la préface d'un thé dans la toundra, où tu dis oui. pour que le tambour de la parole n'oublie rien. Ben oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte de tradition, justement, qui se perpétue, mais une tradition, encore une fois, qui est multidisciplinaire, qui est interdisciplinaire, qui est multiforme, qui est contemporaine, qui est... Mais il y a le temps. Tu vois, tu sais, le tambour, c'est un objet sacré. Tu sais, puis tu vois, il y a le tambour que les chasseurs utilisent. Tu sais, puis pour pouvoir... Ne joue pas le tambour qui veut d'ailleurs. Tu vois, il faut d'abord l'avoir rêvé 3 fois. Puis c'est bien important. Puis il y en a, tu sais, quand tu vois, mon grand-père, moi, au Hebus, tu vois, il faisait longtemps qu'il avait rêvé, il avait fait ses 3 rêves de tambour, il avait déjà son tambour, mais quand il a joué le tambour, il avait 88 ans. Alors, j'ai demandé à mon homme, mais j'ai dit, pourquoi tu as joué le tambour à 88 ans? Mais il dit, parce que, il dit, il y avait des plus vieux que moi. Tu sais, c'était parce que le tambour, si tu l'utilises pas de la bonne façon, ça peut retourner contre toi. C'est ça, puis... mais mon grand-père, lui, c'était important parce qu'il y avait des vieux, plus vieux que lui, qui jouaient encore du tambour. Alors, quand c'était le dernier qui jouait du tambour, il est parti. Mais là, il a dit que le temps lui avait dit que c'était à son tour de faire ses chants de chasseur.
Mais est-ce qu'il n'y a pas justement l'idée de la parole du tambour, n'oublie pas, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de devoir de mémoire dans le fait justement C'est parce que, tu vois, il y a des chasseurs qui utilisent le tambour habituellement, ils redonnent leur chant tu sais, à d'autres qui utilisent le tambour ou qui utiliseront le tambour, tu sais, plus tard. Mais toi, dans ta poésie, est-ce que tu as l'impression justement de perpétuer quelque chose, de faire en sorte que le tambour de la parole n'oublie pas? Est-ce que c'est pas une sorte de façon de transmettre ou Oui, bien ou sûr. de garder une mémoire vive? Moi, c'est important, tu sais, tu vois, ce que j'écris là, c'est pour, tu sais, c'est pour que, tu sais, les jeunes générations se souviennent que c'est, tu sais, que se souviennent de la terre, que la terre ressemblait au récit que leur grand-père racontait, de la poésie que j'écris. C'était ça, c'est la terre que moi j'ai connue. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes autochtones, comme Naomi, par exemple, Aïné, Natacha Canapé, Marie-André. Puis c'est ça qui est extraordinaire parce qu'il y a. Tu vois, ça continue. Moi, le genre de poésie que j'écris, il est beaucoup moins en colère, par exemple, que celle de Natacha Canapé, malgré que, même si ça ne veut pas dire que je ne le suis pas, mais sauf que la mienne, elle est plus tranquille. C'est tôt. Plus tranquille. Tu sais, je ferais bien des marches, j'irais dans des vigiles, mais c'est mes genoux qui ne veulent pas. Tu vois? Mais la parole, donc, j'ai la poésie. J'ai ma poésie pour parler de la terre. Et puis, tu vois, la terre que moi, j'ai connue, tu sais, par exemple, Natacha, Naomi, Marie-André Gué, ils n'ont pas vraiment connu, tu sais, moi, j'ai connu la terre des récits. Comme les vieux me le racontaient, comme par exemple les jeunes poètes ou les jeunes auteurs autochtones, eux autres, ils connaissent un peu une terre gaspillée, une terre maganée, tu sais, tout ce manque de respect. Donc c'est pour ça que les autres, ils vont, tu sais, ils vont crier plus fort pour être entendus, tandis que moi, je me dis, même quand je murmure, et si on m'entend par les mots, je me dis, c'est une façon de hurler dans un murmure, ou d'avoir gardé ton cri dans un silence. Voilà. Mais donc, je reviens un peu à la rescousse. Là. Il y a à la fois une façon de garder vivante la langue inoue, en tout cas dans ce cas-ci. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une façon de garder une sorte de tradition onirique, justement, autochtone, dans la façon même que tu as de démarrer des projets ou est-ce qu'il n'y a pas une façon justement de maintenir une certaine forme de tradition, c'est peut-être un grand mot, mais une façon de voir les choses. Oui, je pense. Tradition, oui, parce que, tu sais, je veux dire, à la base, c'est toutes des histoires orales. Je veux dire, je m'intéresse beaucoup à la mythologie. Puis on a vraiment une mythologie hyper foisonnante, là, avec tous les personnages. Juste l'histoire de la création du monde, c'est une histoire... Avec la tortue, en fait. Oui, avec la tortue, mais quand on rentre vraiment dans l'univers. Ou dans les histoires vraiment des aînés, on se rend compte que, tu sais, ce monde-ci, c'est pas le premier monde. En fait, c'est comme la 4e histoire de création du monde qu'on a. Donc... Mais quand on rentre, par exemple, dans la première création du monde, qui est comme les enseignements, en fait, que le Quiché Manitou a donné aux humains pour vivre ici, puis aux animaux aussi, c'est d'une beauté, tout un sens. Pourquoi la direction de l'Est d'abord? Pourquoi tout. Il y a une histoire derrière chaque chose. Et c'est une histoire qui dure des heures, en fait, à raconter. Je sais que j'ai un ami, Floyd Favell, qui est un cri de la Saskatchewan, qui est un écrivain et un penseur.
Et il a organisé, il m'expliquait qu'il a organisé comme un festival de contes dans sa communauté pour que les aînés racontent cette histoire de la création et que ça a pris, je pense que ça a pris 24 heures. Ils ont dû la faire en 2 parties. C'est comme une cérémonie, en fait. Et il m'a dit après, il m'a dit une des choses, il a dit, après ça, je suis convaincue que nos histoires ont le pouvoir de guérir, mais de façon très, très, très profonde. Parce que c'est ça, parce qu'il y a un sens à tout. Donc, voilà, puis on a plein de personnages. Donc, par exemple, dans le spectacle, on voulait parler, on parle beaucoup de l'eau. L'eau est comme le thème principal, en fait. Et puis, un des interprètes, Wawate, lui, il vient d'une communauté qui s'appelle Grassy Narrows, qui est une communauté Anishinaabe dans l'Ontario. Et ils ont beaucoup de problèmes de mercure aussi dans cette région-là. Donc là, il disait, j'aimerais beaucoup parler du mercure dans ma communauté. Donc là, on a commencé à réfléchir. Puis il y a un personnage de notre mythologie qui s'appelle Nipinabwe, qui est un mi-humain, mi-poisson, et qui vit dans le monde de l'eau, parce qu'en fait, il y a comme 3 niveaux du cosmos, là, dans la conception Anishinaabe. Donc, tu as le monde the Sky People, le monde du ciel, en fait, avec tous les êtres, les créatures de ce monde-là. Ensuite, tu as la terre, la mère terre, la tortue, et puis après, tu as le monde en dessous de l'eau. Et là, il y a plusieurs personnages mythologiques aussi. Donc, on a comme pris des personnages mythologiques pour adresser ces questions, ces enjeux contemporains, si tu veux. Donc, finalement, lui, il est devenu son personnage, il faisait la moitié sirène, moitié humain, puis qui parlait c'est ça, du mercure, en fait. Donc, c'est de trouver des façons nouvelles de transmettre la tradition orale. Ou de penser, tu sais, en fait, on n'est pas supposé dire son nom quand il n'y a pas de neige sur le sol, là, mais notre personnage qui est notre trickster, en fait. Puis souvent, on a comme tendance à voir comme des clowns bouffons, mais c'est pas bien traduit et tout ça. Fait que moi, je me suis comme interrogée à plus le côté un peu noir de ce personnage-là, ou tu sais, au lieu d'être le Walt Disney, le clown qui fait des blagues, il fait ça aussi, mais il a aussi c'est un être qui a quand même créé le monde, là. C'est comme nous, Poitou, qui nous a donné le sens du monde à cause de ses bêtises. C'est ça qui est extraordinaire. C'est par la bêtise, par le chaos qu'on crée l'ordre. Oui, c'est comme Chagabesh aussi, tu sais, qui lui, il a dû tuer tous les êtres mauvais, et, tu sais, pour que la terre soit habitable. Tu sais, puis à Yahoo, c'est tous des personnages de la création du monde qui ont fait quelque chose pour que aujourd'hui on puisse habiter cette terre. Tu vois, pour que l'humain puisse vivre ici, là. Mais il a fallu que, tu sais, chacun de ces personnages ait fait quelque chose, tu sais, pour l'humain. Tu sais, c'était en vision pour l'humain qui viendrait. Comme par exemple, Carcajou, c'est notre grand frère, on le considère comme notre frère aîné. On voit beaucoup les choses en termes d'équilibre. Puis il y avait des choses qui sortaient de ce que tu disais, Joséphine, mais j'ai envie d'interroger évidemment Émilie là-dessus. C'est que tu parlais que la parole guérit. Hein? Est-ce qu'il y a quelque chose de thérapeutique quand on a justement à travailler à partir de ses rêves? Est-ce qu'il y a quelque chose qui guérit? Tu sais, il y a beaucoup dans la tradition, dans la mythologie justement, ou dans la culture autochtone, il y a beaucoup l'idée de la médecine, de la roue de la médecine, des medicine men, tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas dans la poésie, Inuits, dans la création, non, on n'a pas ça, non? La roue de médecine. Okay. Aujourd'hui, tu sais, on l'a parce qu'on l'a emprunté de d'autres nations, mais au départ, la roue médecine on connaît, que tout le monde connaît, mais chez les Inuits, on n'avait pas ça. On n'avait pas ça, la roue médecine. Mais on est toujours quand même en Mais on avait, tu vois, les 4 directions, nous autres, c'est des sœurs. C'est 4 sœurs qui se chamaillent parfois.
mais qui trouve un équilibre. Mais toujours, qui trouve un toujours la recherche de équilibre, l'équilibre. oui, c'est ça. Mais est-ce que la parole, justement, la création, la parole, c'est pas toujours à chaque fois une recherche de guérison, une recherche mais d'équilibre, une recherche de... Comme on était très nomades, mais tu vois, la parole était surtout dite le soir. Parce que le jour, le chasseur, quand il chasse, tu sais, il n'y a pas besoin de parler. Il faut juste qu'il soit en communion avec la terre. Donc, tu sais, le jour, tu as moins besoin de parler. Tu n'as pas besoin de parler à la journée longue. Le soir, tu vois, quand tout est au repos, les enfants sont au repos, les vieux, les vieilles, tu sais, puis le chasseur est revenu. Mais là, alors là, il y a la place de la parole est grande. Puis c'est à ce moment-là que tout se partage, autant, tu sais, autant pour les enfants, les Hatogan, autant les vieux vont parler tu sais, des temps très, très loin passés, et que tu sais, les chasseurs vont parler de ce qu'ils ont vu, dont ils sont passés pour, tu sais, trouver leur survie, tu sais, pour subvenir aux besoins. Puis tranquillement, tu sais, c'est dans leur mémoire ou dans leur tête qu'ils vont donner un nom à telle montagne ou à telle rivière ou à un tel lac. Mais Tu vois. c'est pas Puis sur le coup, c'est après, c'est le soir. Non, c'est le Avec soir, recul que quand prend. tout le monde est là, tout le monde est au repos, tu sais, puis qu'il y a de la place pour l'écoute et le partage de la parole. Ben, tu vois, comme, enfin, bon, je disais tantôt, il ne faut pas nommer son nom, là, mais Nana Bush, c'est comme ça qu'on nomme le créateur du monde dans la vision Anishinaabe. Mais, tu sais, c'est parce que je me suis demandé, est-ce que dans mon spectacle, je peux nommer son nom ou pas? Parce que ça va être l'été, tout ça. Fait que là, j'ai commencé à parler avec des aînés, tout ça. Et il y a une personne qui m'expliquait qu'à l'époque, tu sais, les gens étaient tellement en survie, leur survie dépendait en fait des troupeaux d'orignaux, puis de, tu sais, la nourriture que tu trouvais. Donc, les gens avaient souvent faim, hein? Quand il y avait des famines, c'était l'hiver. Donc, ces histoires-là, elles avaient comme une connotation de survie aussi. Tu sais, c'était des histoires tellement spéciales qu'on ne pouvait dire que les soirs en hiver. Donc, ça rendait ces histoires presque magiques. Et les gens avaient besoin de cette nourriture de l'âme aussi pour pouvoir survivre à des hivers qui pouvaient être très difficiles. Alors qu'à l'heure actuelle, dans la société dans laquelle on vit, je veux dire, c'est vrai que dans le Nord, il y a quand même une crise de la faim on n'en entend pas parler, mais les gens meurent de faim au Nunavut là, en ce moment. Mais en général, les gens, on ne meurt pas de faim. Notre survie ne dépend pas de la chasse à l'heure actuelle. On va juste au supermarché, puis on va acheter ce qu'on a besoin. Donc, cette nourriture spirituelle n'est plus au même... Enfin, les champs changent, donc les choses s'adaptent en fonction de la société qui change aussi. Ouais. Donc, il y avait une idée qui me disait, donc oui, tu peux dire son nom maintenant, parce que le contexte a changé. OK. Ouais. C'est ça, les personnes. C'est comme nous, on a un Nutneto. Tu vois, tu sais, puis c'est l'esprit du froid, Nutneto. Puis Nutneto aussi, tu sais, en hiver, quand il fait froid, là, tu sais, il fait moins, je sais pas combien. Puis au-dessus du fleuve, tu vois comme une bruine, tu sais, en brouillard. C'est ça, pour nous, c'est ça, Nutneto. Puis ça, c'est quand tu vois ça au-dessus de l'eau, là, gelé, on dit que c'est Nutneto. Puis tu vois, tu sais, puis c'est pour ça qu'au printemps, quand les chasseurs avaient, tu sais, le printemps arrivait, la neige fondait tranquillement, tu devais respecter la neige. Tu sais, peux pas lui dire, tu sais, lui donner un coup de pied, tu t'as pas réussi, tu sais, pas le narguer, jamais narguer la neige, parce que la neige, tu sais, puis l'esprit du foie, tu sais, quand la saison froide revient, tu peux avoir sa visite, il peut prendre
l'apparence qu'on dit en français, l'apparence d'un humain. Puis là, tu sais, puis quand il arrive, apparemment, tu sais, il faut que tu sois prêt, il faut que tu aies coupé ton bois de chauffage longtemps d'avance, puis, tu sais, il faut que tu te prépares. Puis il y avait des personnages comme ça, là. C'était comme à Athènes, par exemple, Windigo. Tu sais, des vieilles disaient, quand tu prononces son nom, là, il faut que tu donnes, tu sais, il faut que tu aies du tabac dans les mains. Ben, je me souviens quand les vieux, ils parlaient de Athènes, par exemple, ils prenaient tout le temps du tabac puis ils le mettaient dans leurs mains, tu sais, pour parler qui était Windigo. Tu sais. Ça m'amène à vous demander, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité quand on travaille, justement, tu le disais toi-même, il faut que tu ailles voir les vieux pour leur demander des permissions. Quand on travaille avec ce matériau-là, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de responsabilité à l'égard de ce qui vient avant vous et de ce qui va C'est suivre? surtout ce qui va suivre. Oui, c'est ça. Tu sais, il faut leur donner, parce que moi, tout ce que les vieux m'ont donné, il faut que je puisse leur donner, tu sais, pour que ça puisse continuer à vivre. Tu sais, même si c'est en mots ou par la tradition orale, en le racontant, tu sais, ça continue de vivre. Tu sais, puis c'est comme ça. Tu sais, tant que tu vas le raconter ou tu vas l'écrire, ça peut pas mourir. Oui. Ben non, oui, je suis d'accord avec ça complètement, oui. Parce que c'est des façons, tu sais, moi, j'ai pas, tu sais, j'ai pas grandi, ma mère, elle m'a pas enseigné la langue, ma mère, elle a perdu son statut quand elle a épousé mon père, on a déménagé en France. Donc moi, j'ai pas grandi avec des grands-parents qui m'emmènent dans le bois, puis qui vont me montrer tout, puis qui vont me raconter des histoires. Pour moi, c'était, enfin, les histoires que j'entendais, c'était plus des histoires de ce qui se passait dans ma famille, des suicides, tu sais, des histoires moins... j'ai pas eu accès à tout ce trésor, disons, d'enseignement. J'ai plus vécu la réalité d'être une famille qui est passée par les pensionnats, puis tout ce qui en a découlé de tout ça, là. Donc, pour moi, c'est un processus, oui, j'imagine, de guérison ou de trucs, de me rapprocher, tu sais, des gens qui sont dépositaires de ce savoir-là ou de la langue aussi. C'est une façon pour moi de réconcilier toutes mes identités en moi ou mon identité Anishinaabe, puis mon rapport à ma famille aussi. Fait que je pense que oui, dans ce sens-là. Et ça ma dernière question avant de laisser la parole au public. Est-ce que quand vous créez, quand vous écrivez, est-ce que vous pensez à un public en particulier? Est-ce qu'il y a une préoccupation de ce côté-là? Qui va lire, qui va voir, qui va... Ben moi, je pense à aucun public, parce que moi, je suis pas... Ben, tu sais, peut-être quand tu fais du théâtre, plus comme... Émilie, plus Émilie, elle, tu sais, elle offre ça à des gens qui regardent, tandis que moi, tu sais... je joue rien, j'écris, tu sais, je peux ne pas être nulle part, puis quelqu'un peut lire. Mais les documentaires... les documentaires, ça, je rêve encore mais il faut que je répare mes genoux. Parce que les endroits où je tourne souvent, tu sais, c'est des documentaires, tu ne tournes pas, tu vois. Mon prochain documentaire, il va falloir que j'ai des bons genoux. Alors, je commence à y penser. Tu sais, aller... Est-ce qu'il faut prier pour ça? Le maître des genoux. J'aimerais bien qu'il y en ait un. Non, mais écoute, mais c'est ça, elle partage direct. C'est un direct avec, quand elle fait son théâtre, là, c'est direct, c'est un direct, c'est local et direct. Tandis que moi, c'est non local et inverse. Donc moi, j'écris, moi, quand j'écris, c'est parce que
c'est parce que je retourne, c'est tout d'un coup. Tu sais, je me souviens de ce qu'un vieux m'a raconté, par exemple. À un moment donné, j'étais en vite, puis je sais pas, tu sais, j'attendais l'autobus, puis quand t'attends, fait que là, je suis retournée dans ma mémoire, puis là, je me suis retrouvée à Onmani, puis, tu sais, à la Romaine, puis je voyais, tu sais, les petits vieux, tu sais, qui étaient enlignés, tu sais, puis qui regardaient au large, tu sais, vers le large, au loin l'horizon. Puis là, je me voyais passer derrière eux. Puis, tu sais, puis j'ai pensé à Nino, bien sûr, mais en français, ça disait « Eux seuls voient ce qu'ils regardent. Mm. Tu sais, tu sais, parce qu'il y a, tu sais, il y a la vieille Philomène qui me disait « Si tu sais pas regarder, tu verras rien. » Puis il y a Ikwate Ohohep aussi, tu sais, quand je suis allée la première fois dans la toundra, tu sais, puis que lui, tu sais, il avait quoi, il était beaucoup plus vieux que moi. Il avait vu des caribous tout de suite. Puis moi, j'essayais de voir où, tu sais, à l'horizon, on ne voyait rien. Il m'a donné les jumelles, puis il dit, essaye de voir, puis ça m'a pris du temps. Quand finalement je les ai vus, Une demi-heure plus tard. oui, une demi-heure plus tard, mais il me dit la même chose. Il dit, si tu sais pas regarder, tu ne verras rien. C'est ça, ça fait 2 vieux qui me disent ça. Puis c'est vrai que je vois rien. J'ai beau regarder, mais je sais pas comment ça se fait que j'arrive pas à voir. Je pratique. La vision. Je pratique, ouais. Ma vision, je pense, c'est parce que ma vision est plus dans ma tête qu'extérieure. Tu sais, moi, je pourrais être ici. C'est pour être assis là, puis être dans la toundra, par exemple, comme ça. C'est parce que... C'est ça. Parce que C'est- le territoire Parce t'habite. oui, c'est ça, parce que la terre m'habite, ou parce que les récits m'habitent de tous ces aînés qui l'ont partagé avec moi. Donc tu y penses à ton public? Non, moi, je Non. pense pas. Non. Ok. Je crée ce que j'ai envie de créer, Mhm. puis on va espérer que Hein? ça plaise, c'est tout. Ouais. Mais non. Moi, j'ai grandi dans un pensionnat, mais qui était indien. Donc, tu vois, si j'étais restée dans la communauté, je m'étais mariée, eu des enfants, je pense, puis là, c'était déjà le sédentarisme qui était bien installé. Tu vois, puis l'extraordinaire de tout ça, c'est quand je suis venue à Montréal, vivre à Montréal et travailler avec les anthropologues, c'est comme ça que j'ai tout récupéré. J'ai tout récupéré, ma culture, ma langue, j'ai tout récupéré finalement parce que j'étais à Montréal, parce que je traduisais les aînés ou parce que j'allais les voir. Je retourne tout le temps dans toutes les communautés, mais je pense que à Montréal, peut-être si j'étais restée dans la communauté, j'aurais été, tu sais, avec tout le monde, tu sais, peut-être, tu sais, je me serais moins posée, j'aurais moins vécu que de la façon que je vis ma culture aujourd'hui. Aujourd'hui, ici à Montréal, je le vis beaucoup plus parce que je continue à travailler, tu sais, avec les dires des vieux, leurs récits et tout ça, que si j'étais restée dans ma communauté. Parce que ma vie aurait été différente. Tu vois, quand tu sors des fois, c'est quand tu es loin que tu es le plus proche de ton identité, où tu te sens beaucoup plus consciente de qui tu es. C'est vrai. Ouais. Ouais. Moi, j'ai pas grandi à Kitikandjibi. C'est ma mère qui vient de là, mais moi, j'ai pas habité là à long terme. Là. Puis, je me souviens, quand j'avais 18 ans, j'ai fait un stage, ça s'appelait Québec sans frontières. C'était comme des premières expériences à l'international pour des jeunes.
Puis j'étais partie au Chili. C'était ma première fois que je voyageais dans un pays du Sud. Puis j'étais allée chez les Mapuches pendant 3 mois. Puis ils sont très, très politisés, hein, les gens là-bas, les Autochtones. Je me souviens qu'on me posait plein de questions sur c'est quoi le système politique autochtone, de représentation au niveau du gouvernement, comment ça se passe, tout ça. Puis moi, j'avais aucune idée, tu sais, j'avais entendu parler de l'Assemblée des Premières Nations, mais je savais pas c'était quoi cet organisme. Je connaissais pas, tu sais, tous les mouvements femmes autochtones du Canada ou femmes autochtones du Québec. J'avais pas conscience de ça et je me rendais compte que les jeunes de mon âge, Mapuche, eux, ils étaient complètement politisés, complètement engagés, complètement... ils connaissaient leur histoire et les relations entre leur peuple et le gouvernement très, 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 très bien, les accords du libre-échange, tout ça. Et Les Mapuches sont 1 million? Ah oui, Ben, il y avait les Mapuches, mais il y avait aussi les Aymara au sud, qui sont un plus petit peuple, mais en tout cas, les gens sont plus, en général, je trouve que les gens d'Amérique du Sud sont beaucoup plus conscientisés puis articulés dans ça. Donc, c'est ce genre d'événement, d'expérience aussi qui permet de réaliser c'est quoi qu'on porte à l'intérieur de ça, ou c'est quoi notre trésor. Parce que, tu sais, à l'adolescence, il y a eu beaucoup de conflits entre, pour ma sœur et moi, avec ma mère, par exemple, parce que, en plus, ma mère est anglophone, elle nous a toujours parlé en français, donc, tu sais, il y avait comme plein de choses où on ne se sentait pas vraiment connecté avec la famille de ma mère. Puis elle a expliqué qu'un jour, peut-être, si vous aviez vécu ce que j'ai vécu, moi, peut-être ça vous intéresserait sûrement pas de célébrer votre identité comme ça. Donc, pour elle, elle dit, c'est parce que vous avez, votre père est d'une autre culture que vous avez comme pris, vous en avez fait un peu votre, je sais pas si combat c'est le mot, mais notre, tu sais, une des grosses, ou des gros piliers dans notre vie, en fait, c'est notre culture, notre identité Anishinaabe. Donc, est-ce que si j'avais baigné là-dedans de façon constante, est-ce que ça m'aurait autant intéressé? Peut-être pas. Ouais. C'est intéressant. Je fais une parenthèse, puis ça répond en même temps un peu à ta question, Jeanne. Joséphine, elle a un vers qui dit « Tu vas à la ville, tu te fuis. » Je me demande si c'est pas le poème que tu as dit. C'est Tu t'inventes un récit qui te ressemble. Ben oui. Mm-hmm. Ouais, donc, c'est ouais. ça. Parce que, tu sais, quand tu quittes les tiens, là, moi, quand je suis partie, quand j'étais au pensionnat, c'était pas grave, parce que j'étais encore avec les Indiens. C'est quand, tu sais, tu pars tu quittes les Indiens, puis que tu t'en vas à la ville, c'est autre chose. C'est là où tu t'accroches. Tu sais, c'est ta façon de te sauvegarder, c'est de te dire que tu es peut-être loin des Indiens, mais toi, tu es là, puis c'est ça qui est ta force, et puis ta foi, puis que tu t'accroches à ça, tu sais, pour t'en sortir malgré n'importe quoi, quand même. Pour moi, c'est comme retourner chez moi. Tu sais, la ville, c'est pas ce qui les intéresse. On va profiter d'être ensemble le temps qu'on est ensemble, puis on va beaucoup rire. Oui. Oui, surtout, je retourne, tu sais, parce que mes dents ont besoin d'oxygène dans le rire. Tu sais, c'est important, rire. Puis quand tu es chez les Inuits, là, c'est sûr, tu ris, tu passes ton temps à rire. Ouais. J'ai juste une question B, en fait. C'est peut-être surtout pour Émilie qui côtoie des jeunes en milieu urbain, dans les milieux artistiques. Qu'est-ce qui va attirer, par exemple, les jeunes à Montréal en milieu... Tu veux dire ceux qui viennent? Oui, c'est ça, ceux qui sortent des réserves, des communautés. Qu'est-ce qui fait que... Plein de choses. De plus en plus de jeunes ici... Déjà, je pense c'est l'éducation ou le travail. Il y a des ressources soins, ici, qu'il n'y a pas des soins aussi, se faire
traité qu'il n'y a pas forcément dans le Nord. Donc, il y a ça. Il y a deux, surtout pour les jeunes, tu sais, bon. Mais ça, je pense que c'est à tous les jeunes en général. On a comme envie de découvrir le monde ou tout ça. Donc, quand tu viens d'une petite place, un petit village, une petite communauté, ça peut faire du bien d'être dans un endroit où tu es plus anonyme ou... tu sais, je pense à des amis, par exemple, qui sont homosexuels, par exemple. Pour eux, c'est beaucoup plus facile d'être en ville que dans une petite communauté, tout simplement. Mais c'est... Oui. Mais après, je trouve, tu sais, moi, j'ai l'impression qu'à Montréal, on a une communauté autochtone. C'est juste qu'on vient de plein d'endroits différents. Mais moi, je sais que dans ma vie de tous les jours, mes amis les plus proches, c'est les Autochtones. Fait qu'on... Je sais pas, c'est comme on vit une vie de communauté en ville, non? Où on essaie de se recréer quelque chose comme on peut. Sauf qu'on ne vit pas comme dans des ghettos. Non. Tu sais, comme par exemple, tu as le Chinatown, tu as un endroit où tu retrouves les Portugais, où nous autres, on est éparpillés dans le tout Montréal. Comme j'imagine, nous étions avant l'arrivée. Avant l'arrivée des premiers Européens, on occupait tout le territoire. Tu sais, c'est juste, tu sais, comme je dis, tu sais, c'est juste l'été que tu rejoins la mer pour laisser reposer les esprits de nos des animaux, même des maîtres, même les vieux, ils disaient que les vieux l'été, là, quand on descendait à la côte vers l'eau salée, et racontaient pas des Atnogan aux enfants le soir, parce que l'esprit des légendes aussi se reposait, tout était au repos. C'est fin juin jusqu'à la fin du mois d'août. Après ça, tu vois, quand comme s'ils prenaient des vacances, eux autres aussi. Tu sais, parce que, tu sais, c'est même pour la terre, même les animaux, comme nous, les humains, on a besoin, à un moment donné, tu sais, de se reposer, tu sais, pour se régénérer, comme faire régénérer la terre, tu sais, qui reprennent des forces, tu sais. Ce qui est bon pour l'humain est bon pour la terre et les animaux aussi. Avant, on disait réserve. Puis, tu vois, comme autrefois, au lieu de dire Innu, on disait les montagnais. Puis, tu sais, où on disait réserve. Puis, tout ça a changé. Tu vois, les montagnais sont devenus les Innu, puis les réserves sont devenues des communautés. Oui, je sais pas. C'est que tout d'un coup, c'est arrivé comme ça, mais Innu, par exemple, c'est venu des Innu du Labrador par Nihabet Nahoué, la première femme Innu qui a marché le territoire pour parce qu'elle était contre des vols à basse altitude de l'OTAN dans le Labrador. Elle était vraiment la première à se lever, du moins chez les Inuits, puis à marcher, en signe de protestation, et toujours de façon pacifique. Et puis, puis c'est pareil aussi, tu sais, comme elle parlait ni anglais, tu sais, qu'elle parlait juste Innu, fait que pour elle, c'était, tu sais, on n'est pas tu sais, elle disait, we are Innu, tu sais. Donc, c'est devenu la nation Innu, puis tranquillement, ça a gagné toutes les communautés montagnères. Aujourd'hui, c'est facile, tu sais, pour nous, on est des Innu, plutôt que des montagnais. Est-ce que c'est pas une façon de se réapproprier? C'est comme se réapproprier, se réapproprier son soi-même. Mais le mot communauté aussi, j'imagine. Communauté, c'est parce qu'avant ça, tu sais, on vivait en petite communauté quand tu circules tout le territoire du Québec. Tu sais, tu n'étais pas 1000 Inuits à une seule place, t'es deux, trois familles, t'es un petit groupe, mais partout sur le territoire. Et puis, vous savez,
ce qui était la plus grande honte quand on montait sur le territoire, c'est quand un groupe n'amenait pas de vieux avec eux. Les vieux, des fois, ils étaient tellement vieux, quand ils partaient sur le territoire, tu les portais sur ton dos. Tu sais, c'était important, j'ai écrit un poème, voudriez-vous que je vous lise là-dessus, tu sais, parce que si je le trouve, là, Est-ce qu'il mourrait il est dans le au- territoire? Hein? Qu'est-ce qui se passait? ben, ça dépend si il mourait sur le territoire, si ça se passait entre septembre et juin. Attends, je vais vous dire, il est tout petit. Mais Si je qu'est-ce le qu'il trouve, faisait? là. Qu'est-ce qu'il faisait alors? Ben, c'était notre école, c'était notre université, c'était eux qui étaient des détenteurs de la langue, des connaissances, puis c'est eux qui reconnaissaient les vieux, là. Tu sais, quand il y avait des chasses communautaires, par exemple, oh, merci beaucoup. Et puis, tu vois, ils amenaient toujours un vieux. Et puis, ce vieux-là, tu vois, dans un troupeau de caribous, là, il a un chef. Puis, tu sais, quand t'es vieux, là, t'en as vu des chasses et des chasses de caribous, il faisait un cri, tu sais, pour rappeler le chef des caribous dans toute une horde, là. Puis quand il se tournait vers lui, là, fait qu'il disait aux chasseurs, c'est lui qu'il faut tuer d'abord. Il faut tuer son chef au troupeau, parce que si on ne tue pas son chef d'abord, mais tout le troupeau va s'éparpiller partout. Tandis que quand leur chef, quand c'est le premier qui se donne, ben là, le troupeau reste là, ne bouge pas. Il est pas, ouais. Il n'y a plus de guide. Ça, puis ça, c'est des... Tu sais, tous les vieux qui m'ont raconté toutes ces choses-là. Et oh, attends, il est tout court. Au tabanak petit das nuastagana puhagan nagatuel tam kotono no yo homo no kam ntokwan ni pohopano. Un traîneau tire mes perches. Le champignon veille sur le feu. Je porte ma grand-mère sur le dos. Mes genoux ploient sautant de sagesse. Tu vois? Ça, c'est parce que je revoyais, je revois souvent dans ma mémoire et ce que les vieilles ou les vieux racontaient. Et puis, tu vois, c'est là que je vais puiser la poésie. C'est peut-être pour ça, tu vois. C'est comme les vieux me disaient, un jour, il y a des gens qui vont venir te voir puis vont te dire, grand-mère, raconte-nous ce que tes grands-pères te racontaient exactement comme moi je faisais. C'était comme ça que je commençais tout le temps. Grand-père, raconte-moi ce que tes grands-pères te racontaient. Mais c'est peut-être l'avenir de tes genoux, ça, justement. Il faudrait que je maigrisse un petit peu. Mais je pense aussi le mot réserve aussi il est quand même très chargé au niveau de toute l'histoire des relations entre le gouvernement et les communautés autochtones. Fait que c'est comme une façon de se détacher de ça. Ouais. Mais je vais te dire très franchement, moi, quand je suis à Kitikanibi, on parle de réserve tout le temps. Là. Let's go back to the my res. Tu sais, mais on dirait que... tu sais, où on va s'appeler d'Indien aussi, très facilement aussi, mais si c'est un... Mais nous autres, on appelle ça Inouassi. On appelle ça la terre des humains. Inouassi, réserve dans ma langue, c'est ça, Inouassi. Tandis que de territoire, on appelle ça Nojmet. Tu sais, là où tu chasses, là où tu subviens aux besoins de ta famille, que tu utilises les rivières et les lacs et tout ça. C'est pas le Inouassi, c'est pas la terre des Inuits, mais la réserve, c'est un Inouassi, mais le reste, c'est Nojmet. C'est comme ça qu'on le distinguait. Nojmet, la réserve Inouassi. Je vais vous faire un dernier poème. Super, c'est une bonne façon De clore. clôturer, ouais. OK.
Oh, c'est pas obligé d'avoir. Ok, moi, tiens, pas besoin. Nueluchion, Ujahumeko, Ihnagahu. Nit, Atiku, Ihnagahu. Ntahuatem, Hehegatok, Ihnagahu. Tush, Iniguay, Ihnagahu. Takop, Wabtechmok, Ihnagahu. Ntakuanahkun, Macho, Ihnagahu. Nanakamun, Tewakan, Ihnagahu. Nin, Inu, Tahanagahan. Ma richesse s'appelle saumon. Ma maison s'appelle caribou. Mon feu s'appelle épinette noire. Mon canot s'appelle boulot. Ma robe s'appelle lichen. Ma coiffe s'appelle aigle. Mon chant s'appelle tambour. Moi, je m'appelle humain. Wichita do ya, Wichita do ya, hey. Wichita do ya, Wichita do ya, hey. Wichatne ya, hey ya, hey ya. Wichatne ya, hey ya, hey. Wichatne ya, hey ya, hey ya. Wichatne ya, hey ya, hey. Wichita do ya,